Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant et complexe, la privatisation de Togocom, une entreprise clé du Togo, et les répercussions que cela a sur l'économie nationale et sur les Togolais. Ferdinand Aïté revient sur les dessous opaques de cette privatisation et dévoile comment les jeux de pouvoir autour de Togocom ont transformé cette entreprise en un outil de pillage systématique. Avant de plonger dans l'analyse détaillée, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ces sujets cruciaux pour l'avenir du Togo. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes à cette situation. Sans plus attendre, passons à la vidéo avec Ferdinand Aïté. On va aborder le sujet de une première partie du sujet de Togocom. J'avais prévu vous parler de ce sujet-là depuis un certain moment. Mais je vais le faire en deux étapes. Je vais faire une première partie aujourd'hui parce que c'est un sujet très vaste. Et puis je ferai la deuxième partie dès que j'aurai l'occasion. Il y a des gens au pays qui se plaignent de Togocom. Généralement sur les questions de transactions financières, des mobile money, tout ça là. J'avais déjà dit que l'État avait greffé sur les transactions monétaires une taxe dont ce qui est prélevé est versé pour les mairies. Il y a un fonds d'appui pour les collectivités locales et territoriales, quelque chose comme ça qu'on appelle FACT. Donc, comme l'État n'avait pas d'argent, ils n'ont pas d'argent pour financer les mairies, ils ont greffé une taxe, ils n'ont pas informé le public, ils ont greffé une taxe sur les timonnaies qui leur permet de prélever quelques francs là-bas pour verser dans une escarcelle pour financer les mairies. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, et quand j'étais au pays, on avait fait des articles, j'étais parmi les journalistes ou les journaux avec l'alternative qui s'étaient fortement opposés à la privatisation de Togocel parce qu'il n'y avait aucune raison de vendre ces sociétés à des Malgaches. Mais comme à chaque élection, Faure Gnassingbé vendait un bijou de famille pour avoir l'appui des gens qui le soutiennent pour garder le pouvoir, ils ont décidé de vendre Togocom, Togocel, privatisé pour pouvoir faire passer un nouveau mandat présidentiel. C'est ce qui s'est passé. Avec des Malgaches qui en fait derrière lesquels il y a des Français, des réseaux français et tout. Ceux qui sont, nous savons très bien que la privatisation de Togocom était une opération assez opaque, totalement opaque. À ce jour, personne n'a jamais vu le contrat, ce qui n'est pas normal pour un pays. À ce jour, alors nous parlons là, personne n'a jamais vu le contrat de privatisation de Togocom. Il y a Damsina Lawson qui est sorti, qui nous a dit ouais, l'État a cédé ses parts aux Malgaches. Les Malgaches sont devenus des actionnaires majoritaires à 51% et que l'État garde 49% des actions et que l'État ne laisserait pas faire n'importe quoi parce que 49% c'est quand même énorme. La différence n'est que d'1% et que l'État ne laisserait pas faire n'importe quoi. Mais on ne pouvait pas croire parce que on sait que ce sont des deals, ce sont des combines entre les gouvernants et ces gens-là qu'on a fait venir, qui sont leurs amis, et non seulement pour sortir l'argent du pays, mais pour mettre la main sur un magot énorme. Parce que Togocel avait des DAT de milliards. Il y avait plusieurs DAT. Togocel avait des DAT dans les banques, de milliards, plusieurs milliards. Et on sait que avant la privatisation, c'est Togo Télécom qui avait des problèmes.
c'est Togo Télécom qui avait des problèmes parce qu'il y avait une gestion assez catastrophique de Togo Télécom depuis le temps de Bikassam et tout. Et quand on a essayé de joindre les deux sociétés, Togocom et Togocel essayaient de soutenir Togo Télécom pour que Togo Télécom ne tombe pas en faillite. Donc, quand on a privatisé la société, comme je le disais tantôt, personne n'a jamais vu le contrat. Personne ne connaît qui est membre du conseil d'administration. Qui sont les membres du conseil d'administration de Togocom? Personne. On n'a aucune idée des membres du conseil d'administration de Togocom. On ne sait pas qui décide vraiment à Togocom. Est-ce que l'État togolais laisse faire ou l'État togolais essaye de protéger aussi ses intérêts? Je ne parle même pas de l'État togolais, les individus qui ont des intérêts dedans. Parce que rappelez-vous, avant de privatiser Togocom, les nouveaux venus avaient créé une société à un capital assez faible, dont on avait retrouvé l'acte notarial dans les registres de CFE. Et si vous vous souvenez, l'adresse, la première société qu'on a créée, qui a racheté Togocom avant de passer par, avant qu'elle ne devienne Action, le groupe Action, c'était Agou Holding. Voilà, ils ont créé une société bidon auquel on a donné le nom de Agou, le pic d'Agou, et ils ont appelé ça Agou Holding. Et cette société Agou Holding était dans une villa sale en face de la pharmacie du Djolé là-bas. Vous voyez, la pharmacie de Djolé, la station d'essence et l'église des assemblées de Dieu là-bas. Il y a une série de villas là-bas. Et il y a une des villas qui abrite une clinique. Il y a une clinique qui est là-bas. Et il y a une villa, une seconde villa au milieu là-bas. Une villa bizarre et une société qui veut racheter. Une société qui veut racheter, un groupe qui veut racheter une entreprise comme Togocom, qui est une société qui vaut des milliards. C'est dans une villa porcherie là-bas qu'ils ont... C'est là-bas il y avait l'adresse. C'est dans la villa là-bas qu'il y avait l'adresse. Agou Holding. C'est là-bas il y avait l'adresse. Comme moi j'ai vécu là-bas, je sais de quoi il s'agit. C'est là-bas il y avait l'adresse. Sur les papiers. Donc, déjà, la société qu'on avait créée pour racheter Togocom était une société opaque. Agou Holding. Donc, quand ils ont fait leur gymnastique et ils ont amené les Malgaches ont pris le contrôle de la société. Et les 49% du Togo, on ne sait pas véritablement si c'est l'État togolais qui les détient ou bien c'est Sina Lawson et son patron fort qui détient les 49%. De toutes les façons, on ne sait pas. On ne sait pas. Puisqu'on n'a jamais vu le contrat. Et ça aussi, ça fait partie parfois des reproches que je fais à des Togolais qui ont eu la chance d'aller siéger à l'Assemblée nationale ou ceux qui sont dans la politique. Et il ne nous coûte absolument rien quand on est député d'interpeller le gouvernement sur la clarté de certains contrats, sur les biens du Togo qu'on a vendus aux étrangers. Les gens qui sont restés dans l'Assemblée nationale dont le mandat est terminé, est-ce que vous avez entendu un seul interpeller le gouvernement sur les tenants et les aboutissants de la privatisation de Togocom? Ne serait-ce que pour demander qu'on transmette le contrat à l'Assemblée nationale. Si le gouvernement refuse, le député peut revenir devant le peuple pour faire une conférence de presse pour dire « Moi, député de la nation, j'ai demandé qu'on mette à ma disposition le contrat de cession de Togocom au Malgache. L'État a refusé. Je prends les Togolais à témoin. Parce que je suis député, je vote les lois, je contrôle l'action gouvernementale. Je suis dans mes prérogatives. » Est-ce que vous avez entendu un seul député, tous ceux qui ont passé 5 ans à l'Assemblée nationale, interpeller le gouvernement pour avoir accès à ces contrats-là? Il n'y a pas que Togocom, les contrats des mines et tout ça. Même, on ne va pas supposer qu'ils vont refuser. Même si on suppose qu'ils vont refuser, vous posez un acte, vous venez faire le boucan médiatique pour dire que j'ai demandé ça, on ne m'a pas donné ça. Et que moi, je suis député, je ne suis pas d'accord. Pendant 5 ans, est-ce que vous avez entendu les gens dire ça? Les gens étaient sur les réseaux sociaux en train d'amuser la population. Maintenant, les gens n'ont pas été, en tant que députés, ils n'ont pas été capables de réclamer ces contrats au gouvernement. Alors que c'est eux qui votent les lois. C'est eux
qui contrôlent l'action gouvernementale. C'est eux qui votent les lois, c'est eux qui contrôlent l'action gouvernementale. Normalement, quand on décide de vendre un bijou de famille aux étrangers, tous les Togolais doivent avoir accès au contrat qui a permis de vendre les bijoux de famille aux étrangers. Quand on a cédé la BTCI au groupe Ebomaf, vous avez vu le contrat? Quand l'État togolais a décidé de vendre la BTCI au groupe Ebomaf, vous avez vu le contrat? Est-ce qu'un député peut nous dire aujourd'hui qu'il a le contrat? Et combien on a vendu cette banque-là? Combien ça a rapporté au Togo? Quelqu'un a le contrat? Personne n'a le contrat. Mais est-ce que ça devait se passer normalement dans un pays? Non. Ce ne sont pas des biens personnels. Ce ne sont pas des biens personnels du gouvernement, bien de M. Fognassingbe qu'il vend à qui il veut. Quand on vend un bien qui appartient au pays, en tout cas, ceux qui, à un niveau donné, décident de participer à la vie politique doivent avoir accès à des documents. Donc, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale n'ont jamais eu le temps ou bien n'ont jamais eu le courage ou je ne sais quoi de demander qu'on leur transmette les contrats. Maintenant, ceux qui sont dans la politique en général, je viens de parler de ceux qui sont députés, ceux qui sont dans la politique en général, surtout ceux qui disent qu'ils veulent le changement. Vous avez entendu un seul parmi eux saisir le gouvernement, saisir les autorités pour dire nous voulons avoir accès à ces contrats-là. Même si on sait qu'ils vont refuser, au moins vous posez l'acte et vous venez vous justifier devant la population. Vous faites une conférence de presse, vous dites moi, homme politique, leader de tel parti politique, j'ai saisi à telle date le gouvernement. J'ai demandé au gouvernement de mettre à notre disposition le contrat de cession de la mine de Tablibo, le contrat de cession des phosphates, le contrat de ceci, de ceci. Le gouvernement a refusé de me donner ce contrat. Je prends les Togolais à témoin. Vous avez entendu un homme politique faire ça? Zéro. Mais quand la presse se bat et va même dénicher ce genre de choses, ça passe inaperçu. Donc, nous sommes devenus tous les mêmes. Et donc, on est là aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la nature du contrat qui lie Togocom et qui a permis au gouvernement togolais de vendre Togocom aux Malgaches. Mais quand les Malgaches sont arrivés, ces gens qui sont venus de Madagascar, quand ils sont arrivés, la première des choses qu'ils ont commencé par faire, c'est de démanteler tout ce que Togocom avait comme patrimoine, bien, les DAT. Vous connaissez les DAT? Vous savez ce qu'on appelle DAT? En tout cas, ceux qui sont dans le milieu de la finance savent. Les DAT, c'est les dépôts à terme. C'est de l'argent qu'on met à la banque sur un compte, je ne vais pas appeler ça un compte séquestre, mais c'est un compte bloqué sur lequel c'est des réserves d'une entreprise ou d'une société qu'on met. Et Togocel avait beaucoup d'argent dans les DAT. Beaucoup d'argent, des milliards. Dès qu'on a privatisé Togocel, les Malgaches ont mis la main sur les DAT. Ils ont mis la main sur les DAT. Et pourtant, Togocel, c'est vous et nous. Puisque Togocel, en réalité, c'est nous qui avons enrichi Togocel. C'est les crédits que nous achetons qui enrichissaient Togocel. Puisque Togocel, c'est un service qui nous vendait juste du vent. Il nous vendait juste des crédits et puis il se faisait des milliards. C'est du vent qu'on nous vendait. Il se faisait des milliards. Donc, c'est l'argent des Togolais. Donc, ils ont mis la main sur les DAT. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par brader le parc automobile. Vous savez que Togocel et Togo Télécom avaient beaucoup de véhicules. Puisqu'ils ont acheté la société, donc ils ont pris les actifs et le passif. Donc, ils ont commencé par brader le parc automobile. Tous les véhicules achetés, 50 millions, 60 millions, 70 millions, vous connaissez tous les véhicules de Togocel et de Togo Télécom. Ils ont commencé par vendre les véhicules. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avant de vendre les véhicules? Ils sont allés créer une autre société derrière laquelle certainement, sinon Lawson doit en savoir quelque chose, sinon c'est dans son sillage que la société a été créée, qu'on appelle RMO. Ils ont créé une société qu'on appelle RMO. Et ils ont vendu tous les véhicules du parc automobile à RMO. Et parfois à un coût assez réduit. Donc, des gens se sont organisés derrière
ils ont racheté tous les véhicules que Togocel et Togo Télécom avaient achetés avec l'argent des Togolais. Ils l'ont acheté à un prix bradé. Écoutez-moi très bien. Vous allez voir ce qui se passe au Togo. C'est pour ça que quand on se plaint des crédits de communication, des trucs qu'on prélève sur T-Money, ça c'est les conséquences même du mal. Ça c'est les petits soucis du mal même qui rongent le pays. Donc, ils rachètent les véhicules de la société par une société privée qu'ils ont créée. Eux-mêmes, ils ont créé une société privée. Ils rachètent les véhicules de la société qui vient d'être privatisée. Et maintenant, ils louent les mêmes véhicules à Togocom. Je résume. Vous venez acheter une maison et dans la maison, il y avait 2 véhicules dans la maison. Et quand vous venez acheter la maison, vous trouvez 2 véhicules dans la maison. Et vous qui venez d'acheter la maison, plus le vendeur, vous vous entendez quelque part, vous créez une société bidon et vous bradez les 2 véhicules à cette société et la société qui a acheté les véhicules loue maintenant les véhicules à la maison que vous avez vendue à la maison. Donc, ils sortent les véhicules, ils vont vendre les véhicules à un prix, voilà, à RMO. Et RMO maintenant loue ces véhicules à Togocom. Et vous savez combien RMO loue les véhicules à Togocom? RMO loue les véhicules à Togocom 150 000 francs par jour. RMO loue les véhicules à Togocom 150 000 francs par jour. Moi, je viens acheter le groupe Togocom. Le groupe Togocom avait 100 véhicules. Maintenant, je deviens propriétaire de Togocom. Je m'entends avec les vendeurs de Togocom, donc les Sina Lawson et leur groupe. On crée une autre société. On vend les véhicules que je viens de trouver à la privatisation, à RMO. Et RMO se charge maintenant de me louer les mêmes véhicules. Et chaque jour, un véhicule, c'est 150 000. 150 000 par jour. Donc, si Togocom utilise par jour 100 véhicules, Togocom doit payer à RMO 150 000 francs par jour fois 100 véhicules. Vous entendez? C'est ça la réalité du Togo. C'est ça le pillage que les gens font. Donc, si Togocom utilise 100 véhicules par jour, Togocom doit payer par véhicule 150 000 francs à RMO par jour. Ce n'est pas fini, le plus grave arrive. Donc, RMO loue à Togocom le véhicule 150 000 francs par jour. Donc, le parc automobile de Togocom, c'est-à-dire Togocel et Togo Télécom, il n'y a plus de véhicules. Ils n'ont plus aucun véhicule. Maintenant, les véhicules sont loués par RMO. Et le prix de location par jour, c'est 150 000. Ce n'est pas fini. Togocom n'achète pas les photocopieuses. Non. C'est RMO qui loue les photocopieuses à Togocom. C'est-à-dire, RMO vient et dépose des machines de photocopieurs dans les bureaux de Togocom. En dehors des véhicules, RMO loue à Togocom des machines de photocopie. Donc, comment se fait la facture? La facture se fait selon le nombre de pages photocopiées. C'est-à-dire, Togocom paye à RMO le nombre de pages qu'il photocopie. C'est-à-dire, si RMO dit une page, c'est 25 francs, par rapport à la machine que j'ai déposée chez vous, à la fin de la journée, on compte le nombre de pages de photocopie que Togocom a fait à travers les différentes machines de photocopie installées par RMO et on fait le point. Donc, si une feuille, c'est 25 francs, une feuille peut être 50 francs aussi parce qu'il y a la surfacturation. Donc, RMO, en dehors des véhicules, RMO loue les machines de photocopie à Togocom. Donc, Togocom, une société, ne peut pas acheter elle-même des machines de photocopie.
elle ne peut pas acheter les machines de photocopie. RMO vient déposer les machines de photocopie et Togocom paye le nombre de feuilles de photocopie qu'ils font par jour. C'est le Togo, hein? C'est au Togo que ça se passe. Maintenant, les chauffeurs de Togocom, notamment ceux qui sont en CDD et tout ça, c'est RMO qui les recrute. C'est les RMO qui recrute les chauffeurs et les met à la disposition de Togocom. Maintenant, quand Togocom doit payer le salaire, les chauffeurs sont recrutés selon les normes salariales, c'est-à-dire l'évaluation, le salaire, selon le niveau des gens. Donc, si un chauffeur doit gagner 150 000 francs, RMO doit payer 150 000 francs. Maintenant, quand RMO doit payer les chauffeurs, non, quand Togocom doit payer les chauffeurs, Togocom vire le salaire des chauffeurs à RMO. Donc, si moi je suis chauffeur à Togocom, j'ai été engagé par RMO, donc je ne suis pas engagé par Togocom. Mon contrat, c'est à RMO que je l'ai signé. Donc, Togocom vire 150 000 francs à RMO. RMO, à la fin, me paye 75 000 ou parfois 100 000, ça dépend. Donc, RMO peut prélever le 1/3 de mon salaire, peut prélever les 2/3 de mon salaire. Voilà comment le Togo est géré. Voilà comment les choses sont gérées au Togo après la privatisation de Togocom. Et pourtant, Madame Sina Lawson nous a dit le Togo a 49% des actions et que le Togo ne va pas laisser faire n'importe quoi. Mais pour autant, dès qu'on a privatisé Togocom, beaucoup d'employés ont été mis dehors. Les gens de Togo Télécom, ils sont à la maison, ils sont en train de mourir un à un. On les a licenciés. On a licencié plein de gens quand on a privatisé la société. Ils sont en procès. Ils ont gagné en première instance. Ils sont arrivés à la cour d'appel. Et comme c'est des procès qui engagent la responsabilité de l'État, l'État fait des pressions sur les juges pour qu'on ne donne pas de raison aux employés. Beaucoup d'employés de Togo Télécom et de Togocel sont à la maison en train de mourir à petits coups. Pendant ce temps, les dirigeants sont derrière, cachés derrière des sociétés écrans, en train de se faire des milliards sur nos crédits de communication. Donc, les chauffeurs, c'est comme ça qu'ils sont payés. Donc, RMO met les chauffeurs à la disposition de Togocom. Quand Togocom vire les salaires des chauffeurs à RMO, il dit RMO appartient à qui? Il faut chercher dans l'entourage du ministre Sina Lawson et de leurs amis malgaches. C'est la même personne. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Et donc, quand nous débattons de ces sujets-là, les gens trouvent que on est dur. Mais tout ça, ça nous ramène où? Ça nous ramène à la déclaration des biens. S'il y avait la déclaration des biens, comme la Constitution l'a recommandé, on saurait qui est actionnaire, qui est dans les prises illégales d'intérêt, où est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt. On saura où est-ce qu'il y a les conflits d'intérêt. On saura où est-ce qu'il y a les conflits d'intérêt. Donc, les gens ont refusé de déclarer les biens. Parce qu'ils savent qu'ils ont des actions dans plusieurs sociétés dans le pays. Ils sont en train de pomper les populations. Donc, c'est ça la réalité. Donc, les chauffeurs, parfois certains ne perçoivent que la moitié de leur salaire viré par Togocom, certains perçoivent 2/3, certains perçoivent la moitié, et RMO se fait des centaines de millions sur les chauffeurs. Et quand vous voulez protester, on vous renvoie. Et les chauffeurs et les gens qui ont les CDD. Les gens qui ont les CDD, et c'est comme ça qu'ils font. Alors, dans cette ambiance-là, puisque je ne vous parle que de la première partie, vous allez me poser la question de savoir où sont les syndicats, où sont les délégués du personnel, où sont ci, où sont ça. Ils ont étouffé tous les syndicalistes, ils ont corrompu certains, les délégués du personnel, les gens ne veulent pas prendre des risques, et donc tout le monde est là, chacun essaie de sauver sa tête, et l'entreprise s'enfonce, les droits, les gens n'ont plus, on a privé les gens de leurs droits, on les utilise comme on veut. Pendant ce temps, les Malgaches sortent l'argent du pays. Ceux qui sont allés à Madagascar, vous connaissez Madagascar? Qu'on vous dise que le Togo a vendu une entreprise aussi prospère à des Malgaches. Madagascar. Que le Togo ait vendu
une entreprise aussi prospère comme Togocel a des malgaches. Vous pouvez croire à ça? Et eux, ils viennent au Togo, ils se font de l'argent, des milliards sur le dos des Togolais, ils font disparaître tout. Et ce qui est encore plus grave, ces malgaches-là, ils gèrent l'entreprise de façon tellement opaque qu'ils ne laissent aucun document dans les archives. Ni document physique, ni document numérique. Je viens de vous dire que ce document-là, c'est le plan général du Togo que les administrateurs français ont laissé en 1947. C'est le plan général de la gestion du Togo en 1947. En 1947, ils ont laissé tout ça dans les archives. C'est-à-dire que vous pouvez trouver les documents et avoir des précisions sur comment les choses ont été dépensées. Dans ce document, vous voyez, vous allez retrouver comment les salaires ont été payés, les policiers, combien ils gagnaient au Togo, les commissaires à l'époque, les juges, les tribunaux, tout ça. Vous allez trouver ça. En 2024, les malgaches qui ont acheté, je ne sais pas s'ils l'ont acheté, si on leur a donné, Togocom, ils refusent de laisser des documents dans les archives. Comment est-ce qu'on peut retrouver demain la traçabilité de la manière dont ils ont géré la société? Ils ont déjà revendu la fibre optique du Togo. Ils ont vendu une partie de la fibre optique du Togo à des pays où ils se font de l'argent derrière le Togo. Parce que le Togo a investi des milliards pour faire venir la fibre optique. Et c'était l'argent de Togocom. Donc, dès qu'ils ont eu la fibre optique, ils utilisent la fibre optique pour se faire des milliards ailleurs. Avec qui ils partagent ça, personne ne le sait. Avec qui ils se partagent les dividendes, personne ne le sait. Donc, ces malgaches-là, ils ont maintenu les disparités de salaire entre les agents de Togocom et les agents de Togo Télécom. Vous savez qu'avant que la société ne soit privatisée, il y avait les agents de Togo Télécom et les agents de Togocom. Donc les gens de Togocel étaient mieux payés que les gens de Togo Télécom. Quand ils ont pris l'entreprise ou bien la société, ils ont dit qu'ils allaient harmoniser tout ça. Ils n'ont jamais rien harmonisé depuis 7 ans, 8 ans que ça a été privatisé. Donc, vous vous retrouvez dans la même entreprise avec le traitement de salaire disparate. Mais vous faites le même boulot. Ils n'ont jamais rien harmonisé. Et parfois, ils décident de faire des cours, je ne sais de quoi, de télécom au Togolais. Et ils font des cours en ligne et ils utilisent des étudiants qui ont eu à peine le bac à Madagascar pour enseigner les Togolais qui sont des ingénieurs en informatique, en télécom. À distance. Et à la fin des cours, ces gens-là font des factures et ils sortent de l'argent pour payer ces soi-disant étudiants qui enseignent les Togolais à distance. Et pourtant, Togo Télécom et Togocel avaient dépensé des milliards pour former des ingénieurs. Quand on a privatisé Togocom, il y a plusieurs ingénieurs qui ont quitté le Togo, qui ont dit qu'ils ne vont pas continuer. Certains ont été recrutés aux États-Unis, d'autres ont été recrutés en France. Comme Orange, les grands groupes de télécommunications ont recruté ces gens-là. Parce que c'est des gens qui ont été bien formés et on a utilisé des centaines de millions pour former ces gens-là. Dès qu'on a privatisé l'entreprise, les gens ont dit, nous on ne peut pas travailler dans ces conditions, ces gens sont partis. Et donc c'est l'État togolais qui a perdu. C'est le gouvernement togolais qui a perdu. Puisqu'on a formé des gens qui sont aujourd'hui au service d'autres sociétés ailleurs. Donc, maintenant, le traitement à Togocom est disparate selon que vous soyez de Togo Télécom ou de Togocel. Mais plus grave, c'est l'AMU. C'est l'AMU, c'est l'assurance maladie. Avant la privatisation, comme ça a été décidé, comme dans toutes les sociétés qui sont publiques et qui sont parapubliques avaient leur propre assurance. Les sociétés privées ou les sociétés parapubliques avaient leur propre assurance. Certains étaient assurés ailleurs, d'autres étaient assurés, tout ça. Et donc, leurs employés se soignaient dans les cliniques. Et dans le cas d'espèce, Togocom et Togocel avaient une assurance dans un groupe d'assureurs qu'on appelle OLEA, à 80% pris en charge par la société et 20% par l'employé. Mais, quand ils ont introduit leurs histoires de AMU, la société, les malgaches ont rompu les contrats d'assurance qu'ils avaient avec l'assureur privé pour s'aligner sur l'assurance de AMU. Donc du coup, aujourd'hui, à Togo Télécom, les 13e mois, on prélève l'AMU sur le 13e mois, on prélève l'AMU sur les calculs, les calculs de retraite, les pensions de retraite des gens, on prélève sur les indemnités de fin de carrière.
Et on prélève l'argent sur tout. Il en est de même pour les autres sociétés. On prélève de l'argent, on prélève la mue sur tout. Et les gens n'ont plus leur assurance pour aller se soigner dans les cliniques où ils avaient des contrats avec leur société. Mais on leur prélève la mue pour aller se soigner dans les CMS. Puisque la mue, en grande partie, c'est dans les CMS. Et les CMS au Togo, là, ils ont quel matériel? Comment vous pouvez quitter une assurance d'une société qui a fait l'assurance avec des grandes cliniques où il y a des plateaux techniques élevés, des plateaux techniques conséquents, et du jour au lendemain, on vous prélève l'argent, mais vous devez aller vous soigner dans un CMS. Les CMS, là, il n'y a que les alcools et les produits génériques. Hein. Et quand ça ne va pas dans les CMS, maintenant, c'est là où vous allez à Dr Lafia ou bien Saint-Pélérin. Et à Saint-Pélérin, il faut déposer de l'argent garanti avant qu'on vous soigne. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, la mue est devenue un système d'escroquerie, d'arnaque qui permet à ceux qui l'ont inventé, donc ceux qui l'utilisent aujourd'hui, le gouvernement et leurs amis qui sont derrière, de racketter les populations, de faire les poches aux fonctionnaires. Voilà ce qui se passe avec la mue. Donc, on oblige des gens à qui on prélève suffisamment d'argent sur leur salaire, sur leur pension, d'aller se soigner dans les CMS. Où il n'y a que les paracétamol, les produits génériques et parfois même pas d'alcool. Et ce Togo-là, les gens estiment que ça évolue. Les gens estiment que ce Togo-là évolue. Et derrière la mue, il y a qui? Il y a Fonya Singbe, il y a Ingrid Awade, il y a tout leur réseau. C'est ça. C'est ça. Parce qu'au départ, quand ils ont dit, on lance l'assurance, l'assurance quoi, universelle, la mue, personne n'a compris pourquoi il y avait déjà l'INAM et on avait dissocié la mue de l'INAM. Parce qu'on ne voulait pas confier tout ça à une seule personne. Parce qu'au départ, les réseaux au sein du pouvoir qui ont des réseaux de lobbying et de pression qui agissent dans l'ombre au sein du pouvoir et qui ont souvent des colorations ethniques et népotistes, ne voulaient pas que la mue soit gérée par la dame qui gérait l'INAM depuis longtemps. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont dit, on va dissocier la mue de l'INAM. On va dissocier la mue de l'INAM. Parce que, voilà, donc, on a confié donc la mue à ce réseau-là. Et c'est ce réseau-là qui vient maintenant de prendre le contrôle de l'INAM. Si vous lisez l'actualité, vous comprenez ce que je viens de dire. C'est ce réseau-là qui contrôlait, à qui on a créé exclusivement la mue, qui prend maintenant le contrôle de l'INAM. C'est ça la réalité. C'est comme ça que le Togo est géré. Un pays qui est géré sur des bases de l'ethnocentrisme, du tribalisme, du népotisme, où à chaque fois qu'on doit prendre une décision, on doit nommer quelqu'un, on doit faire évoluer un projet, l'ethnie, la religion, ou je ne sais quoi, où doit passer avant, ce pays ne peut jamais évoluer. Et donc, la mue est devenue aujourd'hui un monstre. Est devenue un monstre qui est en train de faire les poches aux travailleurs. Parce qu'il n'y a aucune raison à ce que dans un pays, on ait deux assurances. On aurait pu greffer, on aurait pu, dans la continuité de l'INAM, continuer avec la mue et puis laisser les gens qui sont dans l'assurance privée continuer par leur truc d'assurance privée. Mais, comme on a construit un hôpital privé, on a pris de l'argent un peu partout, on veut renflouer les caisses. Il faut faire les poches aux travailleurs. Il faut faire les poches aux populations. Aujourd'hui, vous allez à Dr Lafia, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, il faut déposer une garantie pour vous faire soigner. Encore faut-il se poser la question sur la compétence des médecins qui interviennent là-bas. On a amené tous les médecins militaires là-bas, même ceux qui n'ont pas encore achevé leur formation, ils sont tous là-bas. Tous ceux qui n'ont même pas encore fini leur formation, on les a amenés là-bas.
Parce qu'on veut des gens sur lesquels on a le contrôle. Voilà comment le Togo fonctionne. Voilà comment le Togo fonctionne. Maintenant qu'on a réussi à dégager la dame qui gérait l'INAM depuis des années, parce qu'elle autre, c'était la protégée de la PM. Maintenant qu'on l'a dégagée, parce que derrière ce que vous voyez là, c'est une guerre des femmes. Avec un homme au milieu. Vous voyez? Avec un homme au milieu qui essaie de faire de la régulation. C'est une guerre de femmes. Maintenant qu'on ne pouvait pas donner la mue à l'INAM, parce que celui qui gérait l'INAM était d'un clan. On a fait en sorte que la mue ait son propre couloir. Maintenant qu'on a dégagé cette personne-là, on a envoyé quelqu'un que l'autre camp contrôle. Suivez mon regard. Et suivez le parcours de celui qui vient d'être nommé à l'INAM. Suivez mon regard. Parce que derrière tout ça, c'est beaucoup d'argent que les gens veulent contrôler. C'est beaucoup d'argent que les gens veulent contrôler. Et c'est les travailleurs qui payent les pots cassés de ces conneries-là. C'est les travailleurs qui payent les pots cassés de ces conneries-là. Donc, on va vous prélever de l'argent et on vous oblige à aller vous soigner dans des structures de santé qui n'ont pas de plateau technique, qui n'ont rien, qui n'ont que de l'alcool, des produits génériques. Et on dit d'aller vous soigner dans les CMS. C'est quand ça ne va pas dans les CMS que vous allez à Dr Lafia. Dr Lafia, c'est toute une autre histoire. Comment est-ce qu'on peut prendre de l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'argent des travailleurs, pour aller créer un hôpital qu'on gère sous le registre d'une institution privée? Comment est-ce qu'on peut prendre l'argent des travailleurs pour aller créer un hôpital qu'on gère à titre privé? Comment est-ce qu'on peut prendre l'argent des travailleurs pour aller créer une brasserie qu'on gère à titre privé? On rend compte à qui? Et vous avez des Togolais qui défendent ça. Tous ces conflits d'intérêts, tous ces réseaux mafieux qui veulent contrôler tous les pans de l'économie du pays, qui saignent les populations, qui saignent les travailleurs, qui saignent la masse. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi ils font ça, à qui ils rendent compte. Et que font-ils de l'argent? Que font-ils de l'argent? Alors, pour que les journalistes dans le pays ne parlent pas, mais on signe des contrats avec eux. C'est vrai que la presse a des difficultés, les journalistes traversent des moments difficiles, il n'y a pas, les journaux ne se vendent plus, c'est difficile. Mais le meilleur moyen de lier les journalistes, c'est de signer les contrats avec eux. Vous allez voir que Togocel fait des conneries dans le pays, des bêtises dans le pays, mais il n'y a pas de journalistes pour défendre. Parce que la plupart des journalistes ont des contrats avec Togocom. Et dans les contrats, vous ne pouvez pas avoir un contrat de publicité avec quelqu'un et dénoncer la personne. C'est pareil pour la PIA. C'est pareil pour tout ce que vous avez comme les sociétés qui sont là. Et donc, c'est le consommateur, c'est la population qui est lésée. Donc, les contre-pouvoirs n'existent plus pour dénoncer ces gestions calamiteuses, ces conflits d'intérêts, ces gestions bizarroïdes. Les médias sont liés. Ce n'est pas la responsabilité des médias, parce que les médias aussi doivent survivre. Les gens se battent pour survivre. Donc, vous avez Togocom qui est là, qui fait souffrir les Togolais, mais vous n'avez pas de journalistes pour les dénoncer. Le jour où il y a un journaliste au Togo qui n'a pas de contrat, qui est écrit sur Togocom, c'est un autre journaliste qui va l'appeler pour dire non, il ne faut pas écrire. Viens, je vais t'amener sur le DG, on va te signer un contrat. Une société où il n'y a pas de presse indépendante, il n'y a pas de journalistes indépendants, mais c'est une société qui ne peut pas progresser. C'est une société qui est morte. C'est une société qui est morte. Il y a eu quelque chose qui est passé inaperçu à la PIA. La dernière fois, la ministre de la Communication, Madame Kugan,
a amené des journalistes. Ils étaient en train de faire une opération de communication à la pied là-bas pour aller visiter l'usine. Après, ils sont sortis pour montrer des trucs à l'usine. Mais il y a quelque chose que un des messieurs là-bas a dit qui a échappé à tout le monde ou que les gens n'ont pas vu. Et ils ont dit que eux, dans la filière soja, ils ont voulu créer une industrie, ils ont créé des transformations et qu'au départ, ils avaient 1500 employés pour l'usine de soja et faute de matières premières, aujourd'hui, ils se retrouvent à peine avec 200 personnes. Il a dit ça. Mais, comme les gens lisent les reportages, comme tout le monde, personne n'a vu ces détails-là. Alors, si un Indien vient nous dire qu'eux, ils ont créé une chaîne de valeur sur la filière soja et dans leurs prévisions, il fallait employer 1500 personnes. Ils avaient commencé par 1500 personnes et aujourd'hui, ils se retrouvent avec moins de 200 personnes. Disons 2 ou 3 ans après, ça veut dire qu'ils ont fait de mauvaises prévisions. Ça veut dire que leurs prévisions étaient fausses. Et bien ça veut dire aussi que la PIA sur le secteur agricole ne marche pas. Mais moi je sais que derrière ce qu'il dit, il y a une autre réalité. C'est que ils ont créé un réseau pour sortir le soja du pays. Donc ils ne font plus de transformation locale. En tout cas pas à grande échelle. Eux les Indiens qui ont promis de changer le soja, de faire une transformation locale, sont devenus des exportateurs de soja. Donc les gens sont liés dans le pays. Les gens sont liés dans le pays. Vous avez vu dans la dernière période, les journalistes qui ont reçu des menaces après l'incident aussi de la CDPA, comment les gens étaient menacés et tout et tout. C'est ça la réalité du Togo. Donc, Togocom, pour revenir à Togocom, ils font des bêtises, ils trichent la population, ils volent l'argent sur les timonnaies, ils ont des taxations, mais personne ne les dénonce. À part quelques courageux sur les réseaux sociaux, personne ne les dénonce. Vous avez la Caisse nationale de sécurité qui a pris l'argent des travailleurs pour aller créer une brasserie. Est-ce que la sécurité sociale peut aller créer une brasserie? C'est comme la société de sécurité sociale investit dans une industrie de tabac. Puisque l'alcool nuit gravement à la santé, comme le tabac. Donc, une institution, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui doit veiller au bien-être des populations, des travailleurs, peut prendre l'argent pour aller investir dans l'alcool. Maintenant, tous les gains qu'ils récoltent là, dans la brasserie là-bas, toutes les dividendes, les bénéfices là, pourquoi ils n'augmentent pas les pensions et pourquoi ils n'améliorent pas les conditions des retraités et surtout l'argent qu'on accorde aux enfants là, comment ils appellent ça? Je suis même débordé. Les 2000 francs qu'on ne donne pas à l'enfant là, quelle est l'expression qu'on utilise pour qualifier ça? Non, ce n'est pas school assure, voilà. Les allocations pour les enfants. Voilà. Je pense que c'est ça, allocation pour les enfants, allocation familiale, voilà. Je suis un peu mélangé dans ma tête, je suis un peu fatigué aussi. L'allocation familiale. L'allocation familiale au Togo, payée par la caisse de sécurité sociale, est de 2000 francs par enfant. Ou bien c'est ça, non? C'est 2000 francs, non? Et ça date de 1960. C'est 1970 ou bien 71. Je sais pas, c'est-à-dire que je n'étais pas encore né, quoi. C'est-à-dire, les 2000 francs là, qu'on paye par enfant, c'est depuis les années 70. Disons ça comme ça. Les 2000 francs par enfant là, c'est depuis les années 70. Donc ça fait 50 ans. 50 ans. On continue de payer 2000 francs par enfant. Et on prend, je pense que la caisse prend 6 enfants ou 5 enfants, au plus. 2000 francs par enfant. Ça fait plus de 50 ans. Mais vous prenez l'argent de la Caisse nationale de sécurité pour aller faire des milliards dans la brasserie. Pour aller faire des milliards dans un hôpital privé. Pourquoi vous n'augmentez pas l'allocation des enfants? L'allocation familiale.
Au moins, si vous donnez 5 000 francs par enfant, si vous donnez au moins 5 000 francs par enfant, 5 000 francs même, c'est le minimum que je dis ça. Si vous donnez 5 000 francs par enfant, et on sait que nos frères militaires sont ceux qui ont beaucoup d'enfants. Nos frères militaires, bon, eux, ils tirent toujours dans tous les sens, ils tirent les fusils, ils tirent aussi d'autres choses. Donc, eux, ils ont beaucoup d'enfants. Excusez-moi si je parle comme ça, c'est avec un peu d'humour. Nos frères militaires, ils ont beaucoup d'enfants. Si un militaire a 6 enfants, et vous lui donnez au moins 5 000 francs par enfant, au moins, il sort à la fin du mois avec 30 000 francs. Plus son salaire. Il va vivre. On peut acheter des fournitures à l'enfant. On va acheter des chaussures à l'enfant. Les habits à l'enfant. Est-ce que vous, les barons, vous donnez 5 000 francs par jour à vos enfants? Vous donnez 5 000 francs par mois à vos enfants? Vous donnez 2 000 francs par jour à vos enfants? Hein? Vous donnez 2 000 francs par jour à vos enfants? J'avais parlé des enfants de Kugan là. Quand ils sortaient, quand Kugan était président de l'Assemblée, quand ils sortent pour faire les courses là, c'est 500 000 francs qu'on leur donne. Par enfant. Quand j'avais traité le dossier de Kugan là, non pas Kugan, Tchegan, quand ces enfants sortent là, juste pour aller au champion là, on leur donne 500 000 francs par enfant. Quand ils vont, ça finit, le chauffeur revient à la maison, prend encore l'argent. Donc, les Togolais qui travaillent et qui cotisent à la caisse de sécurité sociale et qui ont leur argent là-bas, vous ne pouvez même pas donner 5 000 francs par enfant. 5 000 francs par enfant. Les 2 000 francs ont été institués depuis les années 70. 2 000 francs par enfant depuis les années 70. 2 000 francs par enfant depuis les années 70. 2 000 francs par enfant depuis les années 70. Ça fait 50 ans. Pendant les 50 ans, le coût de la vie a augmenté. On a connu la dévaluation. Le monde est devenu plus dur. Le monde est devenu plus dur. Quand je vous lis ce document-là, en 1947, un commissaire de police était payé à 3 000 francs. Un commissaire de police en 1947. En 1947, un commissaire de police était payé à 3 000 francs. Un commissaire de police était payé à 3 000 francs en 1947. Un agent était payé à 1 500. Quand je vous lis ce document-là, attends, je vais même trouver là où ça se trouve. Un commissaire de police. Aujourd'hui, combien gagne un commissaire de police? Alors, pourquoi vous maintenez 2 000 francs qu'on a institué depuis 1970 jusqu'à ce jour? Vous-même, vous mangez 2 000 francs par mois. Vous bouffez 2 000 francs par jour. Vos enfants sont à 2 000 francs par jour. Donc, on ne peut pas accepter des choses comme ça. On ne peut pas accepter des choses comme ça. On ne peut pas accepter des choses comme ça. C'est ça le Togo. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Hein? Les Togolais sont devenus des malheureux dans leur propre pays. Des gens malheureux dans leur propre pays. Hein? Hein? Les gens sont devenus des mendiants. Hein? Des mendiants dans leur propre pays. Des malheureux. Hein? Ceux qui demandent plus d'argent aujourd'hui au Togo, c'est les fonctionnaires. C'est les fonctionnaires qui demandent plus de l'argent aujourd'hui au Togo. La dernière fois, je vous le disais, vous avez eu toutes les difficultés. Vous avez eu toutes les difficultés à percevoir vos salaires de fin du mois. Il y a eu un léger retard. Le mois passé, il y a eu un léger retard dans la mise à disposition de vos salaires. Les fonctionnaires qui sont ici, là, vous pouvez témoigner, non? On vous a payé par vague. On a payé les militaires, comme toujours, le 25. On a payé les policiers autour du 30. Et les autres, on les a payés à compte-gouttes. C'est parce que le pays commence par avoir des difficultés. C'est parce que le pays commence par avoir des difficultés. C'est ça. Parce que la corruption
la grande partie de l'argent qui passe par les autres circuits passe par la corruption. Et donc, il n'y a plus d'argent dans les caisses, sans oublier les dettes colossales que le Togo a engrangées. Donc, il arrivera des moments où vous aurez des difficultés. Comment appelle-t-on? Le Congo-Brazzaville. Hein, Denis Sassou Nguesso, qui est l'ami personnel de Faure Gnassingbé, où il va se ressourcer régulièrement. Lisez un peu l'actualité sur la Guinée, le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a des difficultés financières, malgré que ce soit un grand producteur de pétrole. C'est des pays comme la Guinée équatoriale qui prêtent l'argent au Congo-Brazzaville pour payer les salaires. Il y a des grèves partout. Ça risque d'arriver au Togo à cause de la corruption, à cause du manque de transparence dans la gestion des ressources publiques. Parce que les prédateurs deviennent de plus en plus nombreux. Les prédateurs autour du prince deviennent de plus en plus nombreux, en commençant par les femmes. En commençant par les femmes. En commençant par les femmes. Hein? Parce que derrière chaque femme, il y a des pelotons. Il y a des pelotons de prédateurs. Derrière chaque femme dans le système RPT Unir aujourd'hui, il y a des pelotons de prédateurs, des marmailleurs, des magouilleurs. Des gens qui veulent s'enrichir à la vitesse de la lumière. Donc, ce sont les femmes qui leur servent aujourd'hui de porte d'entrée dans le système. Chaque femme a son réseau. Chaque femme a son réseau. Chaque femme a son réseau. Victoire Tomega a ses réseaux. Sina Lossona a ses réseaux. Ingrid Abadi a ses réseaux. Tchega a ses réseaux. Et c'est comme ça. Autour de chaque femme, il y a des réseaux qui se sont constitués. C'est des réseaux d'entrepreneurs, de petits marmailleurs, des larbins, des gens qui prennent des marchés. Chaque clan a son réseau. Comment vous pouvez diriger un pays comme ça? Chaque clan a son réseau. Et chaque clan fait le lobbying pour influer sur les décisions. Aujourd'hui, le camp qui tient la dragée haute, c'est le camp d'Ingrid. Elle a réussi à placer un de ses proches au ministère des Finances. Elle a placé un de ses proches à l'INAM. Elle-même, elle contrôle tout un circuit, la brasserie, l'hôpital, les villas et tout ça. Le camp Tomega est en train de chambouler un peu. Le camp de Sina est solide. C'est derrière, il y a chaque camp. Et les camps là ne s'entendent pas, se font des guerres. Chacun essaie d'agir sur le monsieur pour faire passer les décisions. Il y avait le camp de l'ancien ministre de la Défense et l'autre n'a pas fait long feu. Ils l'ont mis dehors. Donc chacun a son camp. Comment un pays qui est gouverné comme ça peut produire des résultats? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc quand vous êtes dans un camp, n'allez pas dans l'autre camp. C'est comme ça que ça fonctionne. Et chaque camp a aussi ses journalistes. Ses bienfaiteurs, ils ont tous leur porte-parole. Sandra Johnson aussi a ses camps. Donc chacun marque son territoire. Chacun marque son territoire. Le camp le plus fermé, c'est le camp de Sina. Et l'autre, c'est un camp très fermé. Pas beaucoup de gens. Et beaucoup plus d'étrangers. Victoire Tomega, elle avait son camp. Avec ses éléments et tout ça. Et Ingrid a son camp. L'ancien ministre de la Défense avait aussi un petit camp. Chacun a son camp. Mais ce sont des camps qui sont incompatibles. Et c'est des réseaux. Vous voyez comment la mafia fonctionne? Donc, dans la mafia, il y a plusieurs réseaux qui fonctionnent. Et qui viennent rendre compte au chef. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça puisse avancer? Comment voulez-vous? Parce que à chaque fois qu'on doit faire passer une décision, chaque camp se bat pour faire passer la décision qui l'arrange. Et forcément, ce n'est pas une décision qui va dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas une décision qui va dans l'intérêt de la population. Ce n'est pas une décision qui va dans l'intérêt du bien commun. Chacun essaye de positionner ses pions pour contrôler les ressources financières, les secteurs de décision, les pôles de décision. C'est comme ça que le Togo fonctionne. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça puisse produire des résultats? Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Parce que le ministre des Finances, qui est l'argentier du pays, s'il est d'un camp, il va sevrer les autres camps de moyens pour aller au bout de leur projet.
Si le patron, celui qui gère le pays, il a une affection pour un camp, il va torpiller les projets des autres. Ou bien ils vont ralentir les projets que les autres camps ont. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, l'enquête que nous avons eu à faire et que j'ai promis que nous allons publier les résultats bientôt, vous allez voir comment est-ce que tous ces camps-là fonctionnent et comment ces camps, les familles sont rentrées, se sont entremêlées entre eux. Et vous allez voir comment les gens influent sur les décisions. Et vous allez comprendre pourquoi le Togo ne peut jamais avancer. Parce que quand vous voyez réellement les données, vous avez toutes les données, vous pouvez faire une analyse de façon dépassionnée et objective. C'est ça la réalité. Vous avez, c'est-à-dire que ce que je dis là, les ramifications sont partout. Quand vous prenez chaque camp, au Togo par exemple, chaque camp a ses journalistes, je viens de dire, chaque camp a ses avocats, chaque camp a ses géomètres, chaque camp a ses architectes, chaque camp a je ne sais quoi. Donc, quand il y a un projet qui vient, le camp qui gère le projet sait à quel architecte faire appel, à quel géomètre faire appel, à quel ingénieur faire appel, à quel journaliste faire appel, à quel avocat faire appel, à quel notaire faire appel, à quel huissier faire appel. Chaque camp a ses éléments. C'est comme ça que le pays fonctionne. C'est comme ça que le pays fonctionne. Vous allez faire quoi avec ça? Vous irez où avec ça? Donc, si parmi tous ces camps qui s'affrontent là, il y a un camp qui tient le ministre des Finances, mais le ministre des Finances, il ne va pas débloquer de l'argent pour le camp dans lequel il n'appartient pas, ou il va faire traîner au maximum. Ou bien il va dire qu'il n'y a pas les moyens, il trouvera des arguments pour dire qu'il n'y a pas d'argent. Jusqu'à ce que le camp qui est lésé aille voir le patron et que le patron tape du poing sur la table, il appelle le ministre, il dit bon, débloque l'argent. Sali Yaya n'a fait que jouer ça tout le temps, il est passé au ministère des Finances. Ayasson, pareil. Comment voulez-vous qu'un pays se développe de façon harmonieuse avec des comportements comme ça, avec des camps comme ça? Aujourd'hui, vous avez les gens qui sont à l'OTR. Leurs mandats sont finis depuis. Pourquoi on ne les change pas? Les gens qui ont été recrutés, les commissaires généraux qui ont été recrutés à l'OTR, leurs mandats sont finis depuis. Pourquoi on ne les change pas? Parce que le camp qui est là-bas ne veut pas. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Et il est inquiétant que si cette façon de gouverner le pays continue, même dans 10 ans, dans 20 ans, le Togo sera toujours là où il est. Sinon, on va encore régresser. On va encore régresser. On va encore régresser. Si le pays continue de fonctionner comme ça, on va encore régresser. Faure Gnassingbé, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être dans le fauteuil présidentiel. Il attend la fin de la transition là. La fin de la transition là. Quand il va devenir président du Conseil d'État, je ne sais pas comment vous l'appelez, Premier ministre, avec tous les pouvoirs, il va se débarrasser de tous ces gens-là qui sont autour de lui. Il va faire émerger de nouvelles personnes en conservant quelques anciens juste. Il va faire venir de nouveaux extrémistes, de nouveaux voleurs, de nouveaux mangeurs, de nouveaux buveurs de lait, comme on le dit, pour continuer l'aventure. Il n'attend que la fin de la transition, quand il va changer de, je sais pas, de poste ou bien d'appellation, il va se séparer de certains, c'est clair. On voit déjà ceux qu'il va mettre dehors. L'ancienne génération est déjà finie, les gens sont en train de mourir. Donc, bon, ceux qui l'ont suivi en 2020, dans les années, quand il est venu, les jeunes, il a utilisé beaucoup certains. Ceux qui ont fait 10 ans, 15 ans au gouvernement, il va les dégager. Il va faire venir de nouvelles personnes, de nouveaux extrémistes, des gens qui vont bomber le torse pour dire « Ah, c'est nous, c'est nous, c'est nous ». Et ça va continuer comme ça. Dans l'improvisation, dans l'amateurisme, dans le manque de vision, dans le colmatage, le rafistolage.
Il n'y aura rien de nouveau au Togo. Rien. Rien de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui va se passer. Donc, pour démanteler cette mafia, j'ai toujours l'habitude de dire il faut une thérapie de choc. J'ai oublié. Chaque camp a aussi ses féticheurs, ses pasteurs, ses prêtres, ses Oboni. Chaque camp a aussi le côté spirituel. Ils ont leurs pasteurs, ils ont leurs prêtres, ils ont leurs Oboni, ils ont leurs féticheurs, tout ça. Ils sont tous versés dans ça. Quand vous êtes féticheur d'un camp X, vous ne faites pas les consultations pour le camp B. C'est ça. Donc, c'est toute la société qui est minée par ces gens-là. C'est toute la société qui est, je sais pas comment, c'est un maillage de toute la société. C'est toute la société qui est métastasée, voilà l'expression, par ces gens-là. C'est une organisation qui a une nature criminelle, qui a infesté tous les secteurs de la société. Tous les secteurs de la société. Tous les secteurs de la société. Et pour démanteler ça, il faut une thérapie de choc. Le Togo a besoin d'une mise à jour, si c'est un ordinateur. On a besoin d'une mise à jour. Et remettre les gens au pas. Éditer de nouvelles règles de la société. Signer un nouveau contrat social avec le peuple togolais. C'est de ça qu'on a besoin. Un nouveau contrat social. Pour ne pas citer le livre de Rousseau. Un nouveau contrat social basé sur des règles de transparence, de moralité, de valeur. Sinon, aujourd'hui, là, on est perdu. On est perdu. On est perdu. Et tant que ça restera comme ça, on restera perdu. Ils ont aussi leurs activistes sur les réseaux sociaux. Chaque camp aussi son activiste sur les réseaux sociaux. C'est ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, la privatisation de Togocom cache des réalités très troublantes. Les Malgaches, à qui l'État a cédé l'entreprise, semblent avoir pris le contrôle de biens et d'actifs sans rendre de compte clair, ni aux autorités ni au peuple. Cette gestion opaque et ces pratiques de prédation économique nuisent profondément aux intérêts des Togolais. Les conséquences de cette privatisation sont multiples. Un appauvrissement systématique du service public, des salariés de Togocom qui voient leurs droits bafoués, et des millions de francs détournés à travers des contrats opaques. Les employés sont sous-payés, des véhicules et du matériel de l'entreprise sont revendus à des sociétés écrans, et les fonds générés par les services de communication sont dilapidés sans transparence. Que faire face à cette situation? Comment les autorités togolaises peuvent-elles permettre une telle situation? Les responsables politiques ont-ils joué leur rôle de contre-pouvoir? Ces questions restent ouvertes, et c'est ici que nous avons besoin de vos réflexions. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous pour alimenter le débat. Votre contribution est essentielle pour que nous puissions tous ensemble mieux comprendre les enjeux et espérer un changement. Restons unis dans le respect et la collégialité pour faire avancer ce débat. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Ensemble, continuons à analyser et à discuter des sujets qui comptent pour l'avenir de notre pays. À très bientôt pour de nouvelles réflexions. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.